Et bonjour, donc nous allons commencer l'agora conjointe de la conférence des directeurs généraux de CHU et de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile. Donc on commence vraiment à l'heure parce que Madame Véronique Anatole-Touzé, directrice générale du CHU de Rennes, va devoir nous quitter rapidement. Donc elle nous fait l'honneur d'être présente, mais pas pour longtemps. Donc on commence bien à l'heure en espérant qu'il n'y aura pas trop de retardataires. Avec un titre un peu provocateur. Ne me dites plus que je dois faire prescrire de l'HAD, dites-moi comment. Je vais laisser sans tarder la parole à Madame Anatole-Touzé pour vous raconter un peu la genèse de ces travaux conjoints, donc dans un format assez ramassé, pour vous laisser ensuite le temps de poser des questions. Donc voilà, sans plus tarder, je vous passe le micro. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes. Donc effectivement, je suis directrice générale du CHU de Rennes et j'interviens aujourd'hui au titre de la commission stratégie de la conférence des directeurs généraux de CHU qui a souhaité effectivement initier cette réflexion et c'est Virginie Valentin qui a mené tout ce dossier depuis plus d'1 an en lien avec la FNEAD, qui travaille au sein de la commission stratégie de la conférence également, qui fera la présentation et assistera aussi aux discussions et aux débats. Alors juste peut-être un petit mot d'introduction pour dire d'où vient du côté des CHU cette réflexion avant de parler des éléments de contexte et de méthode. Globalement, il faut savoir le reconnaître, les CHU ont des points forts dans beaucoup de domaines, mais sur ce sujet sont quand même globalement assez en retard, même y compris par rapport à des centres hospitaliers généraux et n'ont pas forcément pris ces dernières années le virage de l'ambulatoire il y a suffisamment d'années et sur l'HAD en particulier, parce qu'autant sur la chirurgie ambulatoire, la médecine ambulatoire, je crois que le développement a déjà été engagé depuis maintenant plus de 10 ans dans les CHU, mais sur l'HAD il y a encore un vrai retard à la fois culturel, médical, je crois qu'on peut le dire aussi, et même institutionnel et managérial, et ce qui a conduit la conférence des directeurs généraux et la commission stratégie de la conférence à initier ce travail. Alors bien évidemment, on n'imaginait pas faire ce travail isolément de la FNEAD, puisque bien évidemment, c'est par définition un travail partenarial qui doit être mené sur ces questions avec cette grande fédération qui regroupe toutes les structures HAD de France et ça nous paraissait essentiel donc d'initier cette réflexion en lien avec la FNEAD et c'est ce que nous avons fait il y a maintenant un peu plus de 8 mois, 9 mois, enfin l'été 2015, nous avons commencé à engager cette réflexion. Et donc je remercie vraiment Virginie Valentin du très gros travail qui a été mené avec vous-même et avec l'ensemble des membres de la FNEAD, Elisabeth Hubert qui je crois n'a pas pu être présente non plus ce soir, qui également soutient totalement ce projet. Alors rappelez peut-être des éléments de contexte, vous les connaissez. Donc il y a bien sûr le besoin des patients. Ça, on l'a pas réécrit, mais ça commence. Il faut commencer par là. Une demande des patients d'être aussi soignés, évidemment en fonction de leur pathologie, des possibilités de prise en charge le plus possible à domicile. L'évolution des modes de prise en charge qui évoluent aussi vers une réduction de la durée de séjour des hospitaliers. Le plan triennal d'économie qui n'est pas là uniquement pour faire des économies ou réduire des capacités, qui est là aussi pour accompagner les CHU comme l'ensemble des établissements hospitaliers dans une transformation organisationnelle avec le virage ambulatoire. Et c'est un grand axe du plan triennal qui, évidemment, doit se traduire au final sur des évolutions de capacité, sur des économies. Mais je dirais que le cœur de l'objectif pour nous, en tout cas au sein de la conférence, n'était pas un objectif d'économie, n'est pas un objectif d'économie, c'est véritablement un objectif d'accompagnement des évolutions de mode de prise en charge, des évolutions de nos partenariats aussi avec les structures associatives d'HAD et vraiment l'intégration de l'HAD dans ce virage ambulatoire que nous avions déjà engagé dans d'autres domaines comme la chirurgie ou la médecine. L'aspect territorial est aussi très très important. Bon, vous savez que le sujet des GHT, la ministre l'a redit hier, est véritablement une révolution, une organisation tout à fait nouvelle qui est très très importante. Et dans ce domaine, l'HAD peut être aussi bien évidemment un atout considérable pour améliorer la gradation de la prise en charge
du patient et la coordination du parcours de soins, puisque bien évidemment l'HAD nécessite par définition une coordination entre multiples acteurs pour éviter les ruptures de prise en charge. Et on sait que souvent à l'hôpital, la difficulté est aussi la préparation de la sortie, l'articulation avec la ville, à la sortie de l'hospitalisation, et c'est un enjeu tout à fait essentiel sur lequel nous avons souhaité aussi travailler. Et comme le titre le dit très bien, donc il y a ces objectifs, mais nous, ce que nous avons souhaité à travers ce travail qui va vous être présenté, c'est vraiment voir comment nous pourrions concrètement, de manière très opérationnelle, et vous verrez qu'on a été vraiment très opérationnel, travailler pour améliorer le recours à l'HAD dans les hôpitaux universitaires. Et comment, bien sûr, accompagner les patients, leur entourage, mais aussi les équipes, puisqu'il y a un gros travail interne dans les CHU aussi à faire, de sensibilisation des équipes médicales qui ne sont pas du tout contre sur le principe, mais simplement ils ne savent pas comment faire. On est vraiment sur le sujet du comment, où sont les interlocuteurs, comment les trouver, quelle va être la réactivité de ces interlocuteurs, etc. Donc on est vraiment sur la question de la coordination de la prise en charge et du parcours et de la coordination des acteurs dans cette prise en charge. Alors sur la méthode, et avant de passer la parole à Virginie et puis de vous quitter d'ici 10 minutes, un quart d'heure, j'en suis désolée, mais effectivement le président de la FHF m'a rappelé ma présence nécessaire à la Convention nationale. Donc nous avons effectivement engagé ce travail à l'été 2015. D'abord en partageant des réflexions, on a fait un peu de benchmark interne entre CHU, on a aussi essayer d'anticiper ce que allaient être ces fameuses plateformes territoriales d'appui, notamment pour les parcours complexes, qui sont en train de se structurer dans les territoires et pour lesquels il nous paraissait essentiel que les CHU ne soient pas mis en dehors de cette réflexion. Donc on a aussi travaillé dans cette optique. Et puis, on a convenu, bien sûr, pour essayer d'objectiver la situation, de faire des enquêtes. Et c'est là où nous nous sommes rapprochés de la FNEAD pour pouvoir travailler ensemble sur le plan méthodologique et pour partager nos réflexions, pour essayer d'identifier des actions communes afin de nous permettre d'améliorer le recours à l'HAD dans les hôpitaux universitaires. Donc, à cet effet, nous avons élaboré un outil simplifié, qui vous sera, je pense, présenté rapidement, pour sensibiliser et aider les prescripteurs à orienter les patients qui les justifient vers l'HAD. Donc c'est vraiment un objectif très opérationnel, très concret, et vous verrez, l'outil a été testé dans 4 CHU, ils vous sont présentés, et je crois que les retours sont très très positifs. Et là, je pense qu'on répond vraiment à une demande des prescripteurs, à une demande des médecins hospitaliers universitaires qui ont aussi cette triple mission de soins, d'enseignement et de recherche, comme vous le savez, qui bien évidemment sont un peu démunis par rapport à ces sujets. Et qui n'attendent que ça finalement, d'avoir des outils opérationnels qui leur permettent, parce qu'eux aussi ont des besoins, des listes d'attente, etc. Et leur objectif de faire en sorte que les durées de séjour soient les plus pertinentes par rapport aux prises en charge sont bien évidemment un de leurs objectifs principaux. Et le test est vraiment très 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 positif et vraiment très très intéressant. Et je crois d'ailleurs, je ne sais pas si on pourra le dire, mais que il a en tout cas cet outil que nous avons construit en commun avec la FNEAD, et je voudrais remercier vraiment très sincèrement la FNEAD, et je terminerai par ça avant de passer la parole à Virginie Valentin. Je crois que vraiment c'est aussi exemplaire ce travail, non seulement à titre opérationnel, parce que ça donne un outil à disposition des prescripteurs, parce qu'aussi on a à travers ce travail, je crois, mené un partenariat tout à fait exemplaire et je crois unique d'ailleurs pour le moment, ça n'avait jamais été mené entre les CHU et la FNEAD. Et je crois que ce partenariat d'ailleurs va être pérenne et structurel et va permettre justement de déployer dans les territoires une démarche aussi homogène d'harmonisation des pratiques aussi sur ce sujet. Et je crois qu'à ce titre-là, il est vraiment porteur d'avenir et d'intérêt, non seulement pour les CHU, pour la FNEAD et les structures d'HAD, mais d'abord pour les patients, bien évidemment. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Je vais passer tout de suite la parole à Virginie. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous. Je vais vous présenter à deux voix avec Éric Ginesi les enseignements en fait que l'on a tirés de nos travaux communs depuis maintenant près d'une année et les recommandations que l'on a proposé de formuler, qui sont à la fois des recommandations d'organisation pour nos structures, mais qui sont aussi des messages à faire savoir plus largement, en particulier au pouvoir public, pour nous aider à accompagner le mouvement. Alors, Madame Anatole Touzé l'a dit, on a essayé de regarder
avec un peu de précision quelle était l'activité des CHU de Bordeaux, des CHU en lien avec les HAD. C'est le lapsus inconscient. Et on a constaté en fait qu'on avait une double difficulté qui se matérialise évidemment par le fait que le taux de recours de nos établissements à l'HAD est un taux de recours très faible. Je ne soulignerai pas davantage les chiffres qui apparaissent sur cette diapositive, qui montrent à la fois que l'on a assurément un potentiel d'orientation vers l'HAD, mais qu'on n'arrive pas bien à l'identifier, à la fois parce que quand on regarde les données PMSI, notamment à partir de nos CHU, on est souvent sur des patients qui sortent à domicile et qui donc ne nous permettent pas d'avoir une vraie analyse médicale et stratégique sur la façon de travailler avec chacun de nos services ou chacun de nos pôles sur ces orientations. Et en même temps, on n'a pas véritablement d'outils qui nous permettent de travailler sur cette évaluation du potentiel d'orientation. C'est pour ça qu'on a réfléchi à la grille pour être à la fois un outil d'orientation, mais peut-être aussi un outil qui nous aide à voir là où finalement certains services auraient un vrai intérêt à réfléchir à des orientations vers l'HAD. Alors il est vrai que dans l'enquête que l'on a menée auprès de nos équipes, comme d'ailleurs dans beaucoup d'échanges que nous avons eus, ce qui ressort beaucoup des premières difficultés qui expliquent que les CHU se tournent peu vers l'HAD, c'est la difficulté à appréhender l'environnement de l'hospitalisation à domicile sur un territoire. Les structures sont souvent nombreuses. Vous voyez, on a regardé par territoire de santé, plus largement sur la région. En moyenne, un CHU qui, à minima, rayonne sur son département, a 3 à 4 structures relais pour les patients qui sont les plus en proximité de ces services. Si on élargit la réflexion au niveau régional, alors comme on a mené l'enquête en 2015, il faut raisonner sur les anciens découpages régionaux, on est jusqu'à un potentiel moyen de 14 structures relais pour les prises en charge d'HAD. Et ce qui est difficile pour nos équipes, c'est qu'il faut connaître les structures, et en plus chaque structure répond avec ses habitudes et ses pratiques. Et ces habitudes et pratiques ne sont pas homogènes d'une HAD à l'autre. Certaines réponses sont données qui n'ont pas d'équivalence dans d'autres HAD, et du coup ça brouille le message et la compréhension des circuits. Alors malgré, on va dire, ce paysage qui pourrait paraître assez pessimiste, ce que l'on a quand même noté, c'est à la fois que quand même beaucoup de CHU s'étaient déjà tournés vers l'institutionnalisation de leurs liens avec les HAD, mais on est souvent sur des formalismes de relations d'institution à institution et assez peu sur des aspects très pratiques de parcours patient. Donc c'est le premier point qui nous semblait devoir être examiné. Et puis surtout, à la faveur du contexte que Madame Anatole Touzé a décrit, on a senti de la part de l'ensemble des hôpitaux universitaires le souhait de pouvoir approfondir le travail sur la sortie vers l'hospitalisation à domicile pour accompagner mieux les parcours des patients. Et Eric, s'il te plaît, la diapo suivante. Merci. Alors, ce sur quoi on a essayé de se concentrer pour pouvoir formuler des recommandations, c'est les points de blocage particuliers. Alors, d'abord, nos équipes hospitalières, il est vrai, connaissent très mal les HAD, à la fois parce que, je le disais, elles sont nombreuses, elles ont des pratiques différentes, et puis surtout que souvent nos équipes ne savent pas identifier ce qui est une orientation nécessaire et envisageable vers l'hospitalisation à domicile versus des orientations vers d'autres types de prise en charge. Donc souvent nos équipes sollicitent l'HAD, mais sollicitent ces structures à tort, ce qui suscite des réponses négatives qui sont vécues comme des difficultés d'orientation, mais tout simplement parce qu'en fait le niveau de réponse et le niveau de sollicitation ne sont pas adaptés. Donc il y a un besoin de clarifier les conditions d'orientation vers l'HAD et surtout, lorsque ça n'est pas de l'hospitalisation à domicile, ne pas se contenter d'un nom, mais éventuellement réfléchir à une manière d'orienter vers la bonne solution. Le deuxième élément important autour de l'organisation du parcours du patient et qui correspond à une réflexion interne aux hôpitaux, c'est la question de l'anticipation de la sortie. Souvent, il est difficile d'orienter un patient vers l'hospitalisation à domicile parce qu'on s'en préoccupe 24 heures avant que le patient ne sorte. Et que notamment lorsque ce patient a besoin de traitements particuliers, organiser le relais ne se fait pas toujours en quelques heures, voire en quelques jours, et qu'il faut donc réussir à travailler très en amont pour s'assurer qu'au moment où le patient peut sortir, il est sortant dans de bonnes conditions. Alors c'est vrai que les structures d'HAD ont beaucoup relevé la problématique des traitements coûteux qui posent quand même un certain nombre de questions aussi sur les parcours des patients parce que en étant dans un monde de tarification à l'activité, bien sûr, la question de l'équilibre économique est importante. Et puis enfin, il y a un sujet important qui a été soulevé par nos équipes, c'est la question de la situation même du patient,
avec bien sûr certaines situations qui semblent être des freins ou des obstacles naturels, par exemple l'isolement ou la complexité sociale, mais là aussi on s'est rendu compte que quand on y travaille, les structures d'HAD peuvent proposer des réponses et que ça n'est pas parce qu'un patient est seul à domicile ou qu'il est dans une situation sociale complexe qu'il n'est pas un patient pouvant être orienté vers l'HAD. Donc il y a un travail culturel aussi sur l'appréhension de l'HAD et puis un travail de conviction. Si nos équipes hospitalières ne sont pas bien convaincues de l'intérêt de l'HAD, elles sont souvent de très mauvaises voies pour convaincre le patient lui-même, voire son entourage, voire le médecin traitant de l'intérêt de cette orientation. Donc on a besoin aussi de travailler sur cette dimension de communication en interne, mais aussi avec les partenaires naturels de l'HAD que sont le patient et son environnement à domicile. Pardon. Voilà. Donc de ces constats, en fait, on a essayé de tirer conjointement, en fait, donc entre la conférence stratégie des DG de CHU et des représentants d'hospitalisation à domicile, un certain nombre de recommandations. Certaines s'adressent à nous-mêmes, c'est-à-dire il faut qu'on soit mieux organisé. Et puis vous le verrez, certaines nécessitent des outils faits par d'autres. Qu'on espère donc sur la base de ces travaux communs pouvoir interpeller pour faire connaître les besoins d'outils qu'on a identifiés pour parvenir à mieux travailler ensemble. Donc ces recommandations, elles sont d'abord une réponse au fait qu'on se connaît mal, donc mieux se connaître, et pour cela une action dans les deux directions, c'est-à-dire à la fois pour mieux connaître l'HAD du point de vue des CHU et puis mieux connaître les CHU du point de vue de l'HAD. Alors pour cela, on a pensé utile d'émettre des messages clairs auprès des CHU, mais plus globalement des partenaires hospitaliers avec hébergement sur un territoire. Il ne vous a pas échappé et il ne nous a pas échappé que l'actualité en ce moment c'était les GHT, donc avec un vrai enjeu que les établissements supports et même tous les établissements des GHT identifient l'HAD dans chacune de leurs filières. Donc on voit que la réflexion qu'on a menée conjointement avec les CHU, elle vaut aussi pour cette approche par filière au sein de chacun des GHT. Et pour les CHU, en fait, c'est de donner les clés pour que les HAD comprennent comment ils fonctionnent, quelles sont les organisations internes qui ont été mises en place en termes de référents, en termes de points de contact, points d'entrée, pour que la communication soit le plus facile possible. Le deuxième axe, c'était développer des formations, parce qu'on s'est rendu compte que il y avait plusieurs acteurs dans la décision de travailler avec l'HAD. Il y avait une décision éminemment médicale qui est de dire oui, mon patient relève d'une hospitalisation à domicile, mais il y avait aussi tout un travail de mise en place de l'hospitalisation à domicile, et que ça veut dire de toucher un certain nombre de catégories qui ne sont pas forcément identifiées immédiatement comme des cibles, par exemple les cadres de santé, puisqu'on voit bien qu'au quotidien, une fois que l'impulsion a été donnée par le chef de service ou par le praticien prescripteur, la réalité des adressages va vivre au quotidien par l'action de ces professionnels. Et donc l'idée, c'est d'avoir un module de formation de ces professionnels pour leur expliquer nos indications qui sont compliquées à comprendre, et pour que finalement les étapes qui permettent de bien anticiper, de bien préparer l'admission à un HAD sont comprises et connues par des professionnels qui changent de service, qui changent de filière. Et donc c'est un travail qui non seulement devra être initialisé, mais devra être ensuite régulièrement répété, parce qu'on voit qu'on a un turnover à la fois dans les équipes médicales et puis dans les équipes soignantes. La deuxième recommandation, c'est d'identifier et suivre le potentiel d'adressage des CHU vers l'HAD. Alors, on n'a pas donné le détail parce qu'on n'est pas cruel, mais effectivement, on voit que chacun des CHU a son résultat d'adressage, mais cette variabilité entre CHU, elle se retrouve au sein des services d'un CHU. Et donc l'idée, c'est d'identifier non seulement qu'on est globalement un bon ou un mauvais adresseur par rapport à une moyenne, mais c'est d'identifier au sein de ces services lesquels adressent bien vers l'HAD et lesquels n'adressent pas, parce que même dans un CHU qui va avoir une bonne performance globale, on a des pans de l'activité qui ne sont pas adressés. Et donc l'idée, c'est de trouver des outils qui permettent d'être plus fins sur ce potentiel d'adressage
Et une fois qu'on l'a fait ce travail, qui donc passe par l'exploitation des bases PMSI, d'avoir des outils pratiques pour les équipes hospitalières. Je fais juste une petite remarque que Virginie a faite en passant tout à l'heure. Quand un praticien hospitalier adresse un patient en HAD, qu'est-ce qu'il note dans le PMSI? Retour à domicile. C'est vrai, il est retourné chez lui, mais c'est un transfert vers un autre établissement de santé. Et donc on voit bien que si le CHU se base sur ses propres données PMSI, il va avoir une vision erronée, mais dans un rapport de 1 à 4, voire 1 à 5, sur son taux d'adressage réel. C'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'au chaînage des séjours vers l'HAD pour vérifier quel est le vrai taux d'adressage, et on voit qu'il est bien supérieur à celui que les CHU tout seuls, s'ils regardent que leur PMSI, sont capables d'identifier. Et donc c'est ce vrai taux d'adressage à l'HAD qui est important. Et une fois qu'on l'a trouvé, c'est de le questionner par rapport à une valeur moyenne nationale qui peut être plus élevée ou moins élevée. Et puis le dernier point de ce pavé, c'est le mettre en place des indicateurs, parce que on a bien conscience, et on le voit dans les établissements qui ont la meilleure relation avec leur CHU, enfin pour les HAD, mais quand il y a une bonne relation qui existe, elle a besoin de ces rappels fréquents. C'est-à-dire qu'on peut avoir une très belle relation. Si tous les 6 mois, on ne rappelle pas le message, on a des effets de baisse et de retour à des pratiques moins performantes. Et donc, il y a un aspect indicateur pour, de temps en temps, se rappeler où on en est de l'évolution de cette prescription. Et donc, on a réfléchi à quelques indicateurs qui le permettraient. Tu me dis quand c'est à toi. Les recommandations donc suivantes, c'est renforcer la lisibilité de l'offre d'HAD sur le territoire. Ça veut dire 2 choses. D'abord, c'est savoir où sont les HAD du territoire. Donc pour ça, on a mis en place un outil qui a été dévoilé aujourd'hui, qui s'appelle trouversonhad.fr. Donc là, on pouvait pas faire plus simple et plus explicite comme objectif, mais ça ne suffit pas, comme le disait tout à l'heure Virginie Valentin. Il suffit pas de savoir à qui je m'adresse, il faut que la réponse soit claire. Et donc notre travail à nous, HAD, c'est que quand on nous propose des patients similaires, la réponse soit identique. Et je crois que ça fait partie de la lisibilité, au-delà du fait de savoir quels sont les HAD, de savoir qu'elles vont répondre à la même chose à une situation présentée identique. Et ensuite, associer les HAD, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, très important, de le faire dès la phase de projet médical partagé. C'est d'ailleurs ce qui est prévu par le dispositif législatif. Quel que soit leur statut, les HAD sont associés de façon systématique à la définition du projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire. C'est ce que dit la loi, il faut le faire vivre, c'est-à-dire de rappeler en fait aux établissements supports et aux établissements membres des GHT qu'ils ont cette association à prévoir, bien sûr pas dans la phase qui a lieu maintenant jusqu'au mois de juillet, parce que cette phase elle est de définition des périmètres des GHT et que c'est déjà en soi un exercice complexe, mais peut-être dès le 1er juillet, que ça soit en haut de la pile des travaux avec l'environnement, de se dire je n'ai pas pour l'instant approfondi cet axe, mais je vais le faire. Une recommandation aussi sur que doivent faire les CHU, comment ne pas répondre qu'à la question oui-non à une HAD. C'est-à-dire que ça nous a été renvoyé très fort par les CHU. Si vous n'êtes que là pour nous dire au bout de 48 heures que c'est pas de l'HAD, ça n'est pas suffisant. Il faut avoir une réponse plus complète. Et donc ça veut dire, du côté des CHU, d'avoir fait un certain travail d'identification de leurs cas complexes. Et ça veut sans doute dire d'être mieux capable qu'aujourd'hui d'anticiper le besoin d'adressage vers une structure spécifique en sortie d'hospitalisation conventionnelle. Et ça veut dire côté régulateur, la création de plateformes territoriales qui permettent d'avoir une réponse plus globale à la question « mon patient est complexe à faire sortir, je ne sais pas où l'envoyer » et que ça ne soit pas seulement une réponse binaire à la question HAD, pas HAD, mais une question plus large. La présentation qui a été faite juste avant cette Agora, c'était une expérience de ce qu'on appelle nous des guichets uniques, qui permet, au-delà de la réponse à c'est de l'HAD, c'est pas de l'HAD, de trouver une autre solution et d'aller jusqu'à la mise en place de ces solutions alternatives à l'hospitalisation à domicile. En tout cas, c'est une orientation qu'on donne à nos adhérents.
dernière recommandation, vous voyez qu'il y avait beaucoup de freins et donc il y a beaucoup de recommandations, et c'est la dernière diapo, c'est adapter les organisations. Alors, ça veut dire, d'une part, mettre en place des outils qui créent pas de rupture, c'est-à-dire que quand on fait un protocole de prise en charge, il commence côté CHU et il se poursuit côté HAD sans discontinuité. Et donc ce sont des protocoles et des modalités communes de travail en s'appuyant sur des référentiels HAS. Alors c'est vrai que parfois ça existe, parfois ça n'existe pas. Et c'est, j'en dirai peut-être un mot tout à l'heure dans les suites. Je sais pas ce qu'on a écrit. Créer au sein des CHU des équipes projets transversales, ça veut dire que au sein des CHU, il y a sans doute un besoin. Je sais pas si tu veux le faire toi celui-là. Qui implique à la fois les médecins et les soignants pour organiser la réponse de tout l'établissement à cet enjeu d'adressage à l'HAD, c'est-à-dire qu'il y a un espèce de référent, il s'appellera pas toujours comme ça, mais une structure qui est identifiable par les professionnels du CHU comme étant la personne qui peut répondre à une question sur l'HAD et qui a la responsabilité d'incarner cette politique. Développer des interactions, ça veut dire concrètement que le moment où on va orienter vers l'HAD, c'est pendant le séjour hospitalier. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des moments privilégiés auxquels sont invités les structures d'HAD pour identifier parmi les patients pris en charge ceux qui vont avoir probablement une sortie en HAD. Parce que si on pense à l'HAD à la sortie, la veille de la sortie, bien c'est trop tard. C'est-à-dire que il faut y penser au début de la prise en charge et que ça fasse partie dès la construction du parcours hospitalier d'une possibilité de sortie de l'établissement. Et puis enfin, et c'est un peu parfois le nerf de la guerre, favoriser la mise en place d'interconnexions. C'est-à-dire que pour que ça marche facilement, il faut qu'on ait des dispositifs qui fonctionnent bien. On a eu là-dessus l'exemple des chimiothérapies. Les passerelles avec les logiciels chimio pour donner des OK chimio lorsqu'ils sont prescrits par un établissement et réalisés par les HAD, eh bien ça suppose des interfaces qui sont complexes à mettre en place, coûteuses, et donc c'est aussi une dimension de ce partenariat qu'il faut anticiper. On cite enfin, mais ça n'est pas le plus simple, la télémédecine. Alors pour conclure et en termes de perspective, et ce sera la dernière diapositive, donc on a partagé une aventure de diagnostic assez riche entre conférences nationale des directeurs généraux de CHU et Fédération nationale des établissements d'HAD, qui a donc permis de formaliser un certain nombre de recommandations de travail qui sont particulièrement essentielles et vitales à un moment où l'ensemble des établissements publics de santé, pas seulement les CHU, se tournent vers la création des groupements hospitaliers de territoire. Donc on avait le souhait de pouvoir communiquer largement, bien sûr au niveau local pour chacun des CHU qui se sont impliqués dans la démarche, mais aussi au niveau national pour faire savoir nos recommandations. Et c'est donc le projet de plateforme qui vous a été, je pense, remis ou qui va l'être, voilà, qui reprend en fait l'ensemble des éléments sur lesquels on souhaitait pouvoir communiquer, avec donc l'objectif notamment de pouvoir faire connaître au pouvoir public au niveau national comme au niveau régional un certain nombre de conditions pour que les équipes hospitalières se tournent davantage et mieux vers les structures d'hospitalisation à domicile. Alors la très bonne nouvelle que la FNEAD nous a d'ailleurs confirmée il y a quelques jours, c'est également que la Haute Autorité de Santé s'intéresser tout particulièrement à ce sujet du parcours et du lien entre les séjours à l'hôpital et les prises en charge à domicile via des structures d'hospitalisation à domicile, et que probablement dans les semaines ou dans les mois qui viennent, le travail que l'on a initié sur un outil qui faciliterait la réflexion des prescripteurs sur l'orientation à l'HAD ferait l'objet en fait d'une définition sous couvert de la Haute Autorité de Santé, ce qui va donner une très forte crédibilité à ce travail. Et c'est donc une première reconnaissance dont on est très content, parce qu'on sent bien en fait que les équipes médicales, et c'est d'autant plus important dans un hôpital universitaire quand on forme de jeunes médecins, les équipes médicales
médicales ont besoin en fait d'éléments qui leur permettent de mieux apprécier les conditions d'une orientation vers l'HAD. Et puis par ailleurs, on a le souhait de pouvoir poursuivre nos réflexions en basculant cette fois-ci non plus seulement sur de l'analyse et des recommandations, mais vers des actions très opérationnelles, en particulier sur les conditions d'implication des structures d'hospitalisation à domicile dans les projets médicaux partagés des futurs regroupements hospitaliers de territoire. C'est le sujet qui va nous occuper tous dans les mois qui viennent, et on voit bien que dans la réflexion sur les parcours, les HAD auront une place indispensable sur toutes les filières de ces projets médicaux partagés de GHT. Le sujet également qui nous paraît essentiel à développer, c'est celui des indicateurs de suivi partagés, parce qu'aujourd'hui on a une mauvaise visibilité de l'organisation des liens entre les hôpitaux et les HAD. Les HAD voient certaines choses mais ne voient pas tout ce qui se passe sur le territoire, puisqu'elles ne voient que ce qui se passe sur leur secteur, et les établissements hospitaliers n'ont aucune lisibilité véritable sur les partenariats. Donc il faut vraiment en fait qu'on ait des tableaux de bord, de pilotage sur les territoires qui nous aident en fait à mieux construire les parcours. Éric Ginesi l'a dit, le troisième sujet majeur sur lequel on veut travailler, c'est celui du système d'information, parce qu'aujourd'hui, la bonne fluidité dans le parcours du patient, c'est aussi et concomitamment une bonne fluidité dans les données des patients. Quand le patient sort, quand il est suivi, quand il y a une difficulté, qu'il doit revenir vers les équipes hospitalières, il y a vraiment besoin en fait de trouver des moyens de communiquer facilement et de partager les informations sans avoir à ressaisir ou à refaire un certain nombre d'actes ou d'éléments de prise en charge. Alors tout ça s'accompagnera également de réflexions sur le développement de formation pour les professionnels de santé, bien sûr les médecins, mais aussi toutes les équipes soignantes qui sont autour des équipes médicales, parce que on va demander à nos équipes de changer leurs pratiques, sur certains aspects de faire évoluer leur métier, et tout ça doit aussi s'accompagner d'un point de vue de formation. Et on croit beaucoup, en tout cas c'est le message que l'on porte en local sur le territoire de la Gironde, à une réflexion autour des liens entre établissements de santé et HAD qui se structurent en partenariat avec les réflexions qui sont en train de se mettre en place sur les plateformes territoriales d'appui, parce que on a besoin de coordination. La coordination, c'est le mot qu'on utilise tout le temps en ce moment, qui est très à la mode, sur lequel on a parfois du mal à construire des éléments très concrets. Et il est évident que si on raisonne en termes de parcours, il faut raisonner en termes de multiplicité de solutions et de lieux d'intégration de la multiplicité de ces solutions et de ces interactions entre les acteurs de santé. Et donc on pense qu'au travers des plateformes territoriales d'appui, si on peut gérer mieux les complexités pour les patients qui sont pris en charge à domicile, ça doit aussi intégrer le relais vers les structures d'hospitalisation à domicile. Merci beaucoup de votre écoute.